Bonjour. Un accord tripartite a été signé entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Déjà, il y avait un accord entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite de défense mutuelle. Maintenant, c'est un accord tripartite. Qu'est-ce que cela signifie? On sait qu'il y a, à l'exemple de l'article 5 de l'OTAN, si un pays est attaqué, ce seront les trois pays qui doivent répondre, donc qui se sentiront attaqués. Est-ce que cela signifie que les trois pays vont être solidaires dans la guerre que mène l'Arabie Saoudite au Yémen, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui fait le blocus du Yémen et le Yémen ne demande qu'à lever le blocus et qui a un traité, ils ont signé un protocole avec l'Arabie Saoudite que l'Arabie Saoudite n'a pas respecté. Et ils le demandent le respect du protocole qu'ils ont signé. Maintenant, c'est les Yémen qui frappent l'Arabie Saoudite. Et ils frappent dur. Ils frappent les installations d'Aramco, là où il y a les traitements des hydrocarbures, et travers le port de Yamba. Il interdit toute navigation saoudienne, commerciale ou pétrolière à travers le détroit de Mandeb. Donc les bateaux doivent faire le tour par les canaux de Suez et le cap de Bonne-Espérance pour aller en Asie. S'ils les laissent, hein, parce que déjà ils frappent le port de Yamba et ils peuvent même détruire encore. Ils ont frappé Jizan, les raffineries de pétrole. Et ça fait très très dur. D'ailleurs, la production de l'Arabie Saoudite, elle était déjà mal en point avec la fermeture d'Ormuz, mais il avait quand même un passage par Yamba. Mais maintenant, c'est compromis. Donc, ils sont peut-être à 35 ou 40% de leur production. Et maintenant, avec les frappes sur les raffineries et Aramco, c'est grave. Ils peuvent les bloquer et leur créer beaucoup de problèmes. Est-ce que la Turquie et le Pakistan, en signant cet accord, vont se sentir impliqués dans cette guerre? On verra. En tout cas, le Yémen, ça ne leur semble pas vraiment important. Ils n'accordent pas d'importance à cela. Ils continuent comme si de rien n'était. Et il paraît même que Erdogan a dit qu'il va protéger l'Arabie Saoudite des attaques des Ansarullah. Ils ont dit, viens, tu es le bienvenu, on t'attend. Donc, ça ne leur fait pas peur du tout. Ils ont fait fuir l'armada américaine, israélienne et avec leur allié. Il y avait 20, une alliance de 20 pays contre le Yémen. Ils se sont enfuis. Donc, comment ils vont avoir peur de Turquie ou de Pakistan? Donc, j'espère qu'ils ne vont pas commettre cette gaffe parce que même leur population vont être révoltée de cela. Les Yéménites ont prouvé au monde entier, pas seulement aux pays musulmans, mais au monde entier, qu'ils sont les plus valeureux et les plus courageux, parce qu'ils étaient les seuls finalement à prendre la défense des Gazaouis jusqu'au bout, et qu'alors ils pouvaient ne pas le faire, et personne ne les aurait blâmés, mais ils ont dit c'est pour des motifs humanitaires. Un peuple agressé, un génocide qui se passe devant nos yeux, ce sont nos frères et on ne permet pas. Et ils ont frappé Israël. Ils ont frappé Israël et Israël se plaignait jusqu'à ce que l'Amérique est entrée en jeu et puis finalement même Trump a dit c'est des guerriers redoutables, on s'en va, il les a laissés avec Israël. Et Israël finalement a dû capituler. Donc celui qui veut essayer, qui s'y frotte se pique. Est-ce que cet accord tripartite va vraiment changer quelque chose? Peut-être, parce que la Chine, elle a dit bienvenue, elle a vraiment souhaité le succès de cet accord et elle a demandé même qu'on la rejoigne, qu'elle peut même rejoindre cet accord et elle demande aux autres pays musulmans de créer une alliance pour pouvoir faire face aux défis. Et ça, c'est une nouvelle donne, parce que le Pakistan, son meilleur allié, c'est la Chine. La Turquie aussi, elle a les meilleurs rapports avec la Chine. La Chine, elle a les meilleurs rapports avec la Russie.
Donc, je crois que le centre de gravité se déplace parce que l'Occident est devenu un danger pour ces pays, surtout l'Arabie Saoudite. Là, elle est dans un étau entre les États-Unis, Israël, l'Iran, Yémen. Et comment Ben Salman maintenant va naviguer dans cela? Peut-être c'est pour ça qu'il s'appuie un peu sur la Turquie et sur le Pakistan et probablement avec la Chine aussi. Parce que la Chine, personne ne peut refuser son aide parce qu'elle a prouvé ses capacités, que ce soit sur tous les plans, soit diplomatiquement, militairement, économiquement. C'est une alliance qui peut être très très intéressante pour le monde arabe et pour le monde musulman. Parce que les États-Unis ont montré que c'est les laquais d'Israël. Le lobby juif contrôle Israël. Ça, c'est tout le monde qui le dénonce aux États-Unis, depuis Tucker Carlson, depuis Thomas Massie, depuis même les plus grands gradés de l'armée. Il y a beaucoup de démissions. Et même Joe Kent, qui était le patron du contre-espionnage. Mais cette guerre que l'Arabie Saoudite, que les États-Unis mènent en Iran, c'est pour Israël. Et ça leur a coûté très très cher. Et ça va coûter encore plus cher pour le Parti républicain. Et le Parti démocrate a profité de cela. Maintenant, on a un Mamdani à New York et on a un Cheikh Abdurrahman Saïd au Michigan, qui sont deux atouts du Parti démocrate et qui maintenant font des cauchemars au lobby juif américain. Parce que la jeunesse américaine se réveille. Et maintenant, ils sont à 65, certains disent même à 80% pro-palestiniens. La jeunesse, qu'elle soit démocrate, qu'elle soit républicaine, surtout dans MAGA. Là, ils ont compris que Israël, elle mène leur président par le bout du nez. Et là, maintenant, les gens sont révoltés. Parce qu'ils ont vu qu'Israël a de l'influence dans leur politique intérieure. Ce qui s'est passé avec Thomas Massie ne laisse personne indifférent aux États-Unis. Et pour les MAGA, ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, l'assassinat de Charlie Kirk, et qui va un jour ou l'autre être une bombe à retardement. Et même il y a des dossiers qui vont sortir, l'assassinat de Kennedy, et même les Twin Towers, les tours jumelles de New York, où il y a le Mossad semble impliqué. Là, les choses commencent à prendre une tournure qu'ils n'ont jamais imaginée. Et ça va changer beaucoup dans la politique américaine. L'Iran, en ce moment, a la main haute. Elle a la main haute et elle a tous les atouts en main. Le détroit d'Ormuz, Trump veut qu'il rouvre à tout prix parce qu'il a peur pour les élections. Ces élections qui vont se passer dans 2 mois et demi, il risque de les perdre. Le Parti républicain, s'il perd le Congrès, la Chambre basse et la Chambre haute, il risque la destitution et la prison. Netanyahou aussi, dans 2 mois et demi, il y a une élection. Donc il y a entre eux, les deux, une semaine peut-être de différence, ou 10 jours. Donc il a une élection et s'il la perd, il va aller en prison. Donc il est en train de mettre la barre haute. Il dit qu'il va attaquer l'Iran tout seul, même si les États se retirent. Il a appelé Duncan, le CENTCOM plutôt, pour leur dire que il peut se passer de l'aide américaine et il va attaquer tout seul. Il bluffe. Il ne peut pas attaquer tout seul. Sans l'aide des Américains, l'Iran détruira Israël. Même s'il utilise du nucléaire, qu'il soit tactique et tout, les Iraniens vont le frapper à la centrale de Daïmouna qui va faire éclater toute vie en Israël. Et puis, ils se sont préparés avec des missiles à tête nucléaire fournis par la Corée du Nord qui a envoyé même tout
toute la technologie et même les experts qui sont partis. Et puis il y a eu 16 avions cargo chinois qui ont apporté beaucoup de minéraux et beaucoup d'armes. Et maintenant, les Iraniens sont parés à toute éventualité. Et ça, je crois que les experts américains ont compris. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus continuer cette guerre. C'est seulement Israël et surtout Netanyahou qui continue à mettre la barre haute parce que c'est pour lui qu'il a peur, pas pour Israël. Il fait croire aux Israéliens qu'il est le seul qui peut le protéger. C'est le roi d'Israël. Et je crois vraiment la main de son Dieu est sur lui. Il attend le Messie. Donc, il prépare la venue du Messie. On l'a montré dans les vidéos des rabbins qui lui disent il faut faire vite, sinon le Messie il va pas venir. Donc, il faut qu'il y ait des morts, du carnage, du sang et tout, une désolation, terreur, pour que le Messie vienne. Donc, c'est une guerre à consonance messianique, non seulement militaire, économique, stratégique, géopolitique, mais messianique. Et les Iraniens, pareil, ils attendent le Mahdi. Donc c'est la guerre du Mahdi contre le Dajjal, l'Antéchrist, le Mashiach des Juifs. Est-ce qu'on est vraiment en pleine période ou est-ce que c'est les prémices? On va le savoir bientôt. Les choses avancent de façon à ce que d'ici la fin de l'année, on aura une visibilité claire. Et 2027 va être décisif pour le reste. En Europe, malheureusement, la guerre de l'Ukraine ne s'arrête pas. Maintenant, ils mettent les bouchées doubles. La Russie frappe d'une façon impitoyable et elle a coupé toute route de la mer pour l'Ukraine qui est devenue une enclave. Plus rien ne sort ni n'entre d'Odessa, qui était le dernier port. Après avoir fermé la mer d'Azov, maintenant c'est Odessa. Et sans Odessa, l'Ukraine maintenant ne reste que la voie terrestre. La Pologne, la Roumanie, la Hongrie, maintenant qui commencent eux-mêmes à ressentir les effets de cette guerre et qui risquent maintenant de lâcher l'Ukraine. Les Allemands, les Français, les Anglais apparemment ne lâchent pas et ils bluffent encore parce qu'ils n'ont même pas des armes pour donner. Ils demandent aux Américains, les Américains qui n'ont plus d'armes aussi. Donc, Zelensky a demandé même des missiles patriotes. Trump a dit que nous en avons besoin pour nous-mêmes, pour protéger nos bases. De eux-mêmes non plus. Donc, il n'y a plus d'armement, mais ils continuent avec des drones. Voilà, comme ils l'ont dit, comme ils l'ont promis, et ils sont en train de le faire. Ils vont se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et Zelensky est pareil, lui, il risque aussi, si la guerre s'arrête et on fait les comptes, il risque non seulement la prison ou le lynchage public par son peuple. Parce que c'est son résultat et aucun Ukrainien ne va l'accepter. Mais c'est une guerre médiatique, ils bluffent. Pour eux, il annonce la fin de Poutine, son peuple va se révolter, alors que son peuple est le plébiscite à 82%. Aucun dirigeant dans le monde n'a ça. Et ils font croire aux gens que les gens vont se révolter contre Poutine quand il y a des dégâts intérieurs, des crises économiques. Il n'y a pas de crise économique. En Russie, tous ceux qui sont en Russie le disent et le montrent. Mais malheureusement, c'est l'empire du mensonge en population et c'est malheureux parce que c'est de l'inconscience. Les gens sont en train de détruire leur pays, leur économie au détriment de leur population. Est-ce que ça va durer? Personne ne sait plus. En tout cas, je ne vois pas comment ça va finir parce que les attentes des uns et des autres est très différentes. Et même s'il n'y a plus de négociations possibles entre l'Ukraine et la Russie, il n'y a plus de négociations possibles. En tout cas, pas pour le moment.
jusqu'à ce que l'un d'eux baisse les bras. Mais certainement, ce ne sera pas la Russie. Et en Iran, aux États-Unis, il n'y a pas de négociation, même à travers des pays tiers, le Pakistan ou Oman ou Qatar, mais ce sont juste des messages, c'est même pas des négociations. Ils s'envoient des messages. Israël, c'est l'inconscience. Elle est prête à sacrifier tout le monde, à entrer en guerre, à sacrifier même sa population. Trump, apparemment, lâche, il veut partir de cette guerre d'Iran. Netanyahou, apparemment, d'après le colonel McGregor, qui a dit que dans la dernière rencontre de Netanyahou et Trump, Netanyahou a sorti un dossier compromettant pour Trump. Mais Trump lui a dit, c'est plus grave pour toi que pour moi. Si tu fais ça, ce sera plus grave pour toi que pour moi. Et il a fait fi de cette menace. Donc, il n'a plus de levier pour agir sur Trump, Netanyahu. Trump lui a montré qu'il n'a plus peur des révélations. Là où il en est, c'est fini. Il n'a plus peur. Avant, il le tenait par des chantages, mais maintenant, c'est fini. Il dit, vas-y, tu verras qui va être le plus perdant, toi ou moi. On va voir où est-ce que vont aller les choses. À bientôt.